étudier ensemble la sexualité féminine. Bienvenue pour ce live, je suis heureuse de vous retrouver pour un sujet que personnellement je trouve super chouette, très tabou et on a beaucoup de choses je pense à se partager, hommes, femmes, ensemble. Et aujourd'hui en compagnie de mon amie Nadège Lefort, donc qui est sexothérapeute, érothérapeute, auteur du livre Traité des orgasmes féminins. Et Nadège, je te vois arriver. Et oui. Et coucou. Coucou ma Nadège. Comment vas-tu? Je vais bien et toi? Ça va bien. Ça va bien. Alors tu vois, ce matin, moi j'étais à une cérémonie, voilà, ma grand-mère qui a perdu son compagnon. Donc voilà, mais c'est ce qu'on me disait, hein, c'est la cycle de la vie aussi. Mais je vais bien. Voilà, je lui envoie plein de lumière du coup. Ouais. Voilà, je suis super heureuse de se retrouver pour ce sujet parce qu'en effet, la sexualité, pour moi et pour toi aussi, et pour tous, c'est une énergie vitale. Quoi, en tout cas, elle contribue à notre énergie vitale, justement. Et pour moi, même justement dans des périodes de deuil ou de difficultés, je pense que c'est important de rester connecté à cette sexualité-là, qu'on soit homme ou femme. Et on a choisi ce petit sujet des mythes autour de la sexualité parce que ça fait plusieurs lives qu'on fait ensemble et je pense que finalement on aurait presque pu commencer par là parce qu'il y en a tellement. En fait, Ouais. je me suis une demi-heure ensemble, Nadège, mais je pense qu'on pourra se proposer, on pourra se caler d'autres petits rendez-vous parce que j'ai eu pas mal de réactions en fait suite au son. Voilà, je vais écouter D'accord. live en replay beaucoup parce que je suis impatient de connaître les réponses de ton experte. Ok. Ouais, si vous avez des questions aussi, s'il y a des questions qui vous arrivent là pendant le live, n'hésitez pas à les mettre en. Ouais, ok. Alors Nadège, je t'ai présenté mais en trois mots. Hein. Est-ce que tu peux juste voilà, réintroduire quand je dis experte, hein, du coup, pour que je puisse voilà, vraiment éclairer ceux Ouais. qui peuvent Alors, découvrir. oui, je suis Nadège Lefort, je suis sexothérapeute, thérapeute énergéticienne, érothérapeute, puisque je travaille avec l'approche des érotypes de Laura Pinson. Et je suis spécialiste du plaisir féminin. Je me suis beaucoup penchée sur la question. J'ai écrit un livre qui s'appelle le Traité des orgasmes féminins. J'anime des ateliers autour de ce sujet-là, sur le plaisir féminin. Et je suis vraiment spécialisée dans l'accompagnement des douleurs intimes aussi auprès des femmes. Donc les douleurs intimes dans la vie du quotidien, les douleurs pendant les rapports, les dyspareunies, les vulvodynies, vestibulodynies, etc. Tout un vaste programme, tout ça pour se connecter ou se reconnecter à une sexualité épanouie et joyeuse. Avec une approche bienveillante et éclairée. Voilà. Bien, merci pour ta petite présentation. Et puis on y va. Ouais, Allez. go. Alors, tu sais, j'ai fait passer donc trois petits sondages, quoi, trois petites questions. Mythes ou des réalités. Hein, alors, Ok, ils attendent. Et moi, ce que je vais faire, je vais déjà te partager un petit peu les réponses que j'ai eues. d'accord. Euh, donc, première chose, c'était alors, est-ce que c'est mythe ou réalité? On en a parlé ensemble lors d'un live. Les femmes ont moins de désir que les hommes. Il y en a 83% qui ont dit que c'était un mythe, mais quand même, 17%, voilà, Ouais. dit que c'était la réalité. Mm. Moi, j'ai un petit peu mon point de vue aussi là-dessus, mais est-ce que, voilà, pour toi, si ce serait plutôt classé dans mythe, réalité, ou c'est un peu inclassable, l'affaire des désirs? Ok. Alors, tout n'est pas forcément tout blanc ou tout noir. On va le voir. Il y a des fois, on ne peut pas dire soit c'est un mythe, soit c'est une réalité. Il faut nuancer un petit peu. Mais là, j'ai envie de dire que c'est un mythe. J'ai envie de dire que c'est un mythe parce que euh, potentiellement, nous les femmes, on peut avoir autant de désirs que les hommes. C'est juste que notre désir est peut-être un peu plus fluctuant que celui des hommes parce qu'il est un petit peu lié aussi à notre cycle hormonal.
aux différentes périodes de vie qu'on traverse, la grossesse pour certaines, l'accouchement, la ménopause pour toutes, ça on n'y échappera pas. Donc voilà, je dirais que notre libido est peut-être plus fluctuante, plus variable. Je dirais aussi que sociétalement, on a été entre guillemets éduqués à ne pas trop montrer qu'on pouvait avoir un désir spontané dans notre sexualité parce que ça renvoie de nous l'image d'une femme qui s'intéresse à la sexualité, qui a de l'appétence pour ça, qui a du désir, et donc c'est l'image à nouveau de la salope, de la putain, une image complètement erronée. Donc peut-être qu'il y a aussi beaucoup de femmes qui n'osent pas affirmer leur désir. Et puis enfin, notre libido, en plus d'être fluctuante, elle peut avoir deux versants, être soit spontanée, soit réactive. Et donc, l'image qu'on a, c'est celle d'une libido qui serait tout le temps spontanée, quoi, qu'on aurait tout le temps envie au moindre moment, au moindre mouvement, même, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pas la réalité non plus. La libido, elle peut être réactive, et pas que pour les femmes d'ailleurs. Elle peut être réactive, et la plupart du temps, elle est réactive, c'est-à-dire qu'elle est sujette et propice à s'éveiller quand l'environnement est bon. Et je ne parle pas que l'environnement du lieu et de la météo, hein. Je parle d'un environnement émotionnel, physique, mental. Donc en fait, je dirais que potentiellement, on peut tout avoir une libido, comment dire, fluctuante, variée, variable, mais elle n'est pas forcément moins élevée que celle des hommes, c'est que peut-être elle se présente différemment. C'est que peut-être qu'on n'ose pas l'affirmer de peur de ce que ça pourrait renvoyer à la société, enfin en tout cas aux personnes qui nous entourent. Et ouais, voilà, je crois que c'est déjà pas mal. Je pense qu'il y a quelque chose qui est important parce qu'on aurait pu poser la question aussi, la femme a-t-elle moins de plaisir? Oui, mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Je cherchais dans ma tête en même temps le troisième point auquel je voulais arriver, c'est avoir du désir, avoir une libido. Parler de libido, c'est quoi? C'est avoir du désir sexuel. Mais pour avoir du désir sexuel, très souvent, on projette déjà sur le plaisir qu'on va toucher du doigt, enfin en tout cas qu'on va aller contacter. Et très très souvent, moi les femmes que j'accompagne, quand elles me parlent de baisse de libido, de manque de libido, et que je leur dis c'est quoi le plaisir que tu contactes dans ta sexualité, ben souvent il n'y a pas de plaisir derrière. Donc comment avoir du désir pour quelque chose qui ne nous donne pas de plaisir? Donc je crois que c'est le docteur Leleu qui disait il y a plus d'amants malhabiles que de femmes frigides. Et je le rejoins assez sur la question, à savoir que le plaisir dans la sexualité, c'est un apprentissage. Tu sais, tu connais ma phrase, la reproduction c'est inné, la sexualité c'est pas inné, ça s'apprend et ça se cultive, ça s'entretient même j'ai envie de dire. Et donc, peut-être qu'il y a beaucoup de femmes qui pensent qu'elles n'ont pas de libido parce que il n'y a pas de plaisir derrière, quoi. Et avoir du désir pour quelque chose qui donne pas de plaisir, c'est pas évident. On en reparlera peut-être aussi, avoir du désir pour quelque chose qui donne des douleurs, c'est pas possible non plus. Ouais. Donc en fait, il y a toute une sphère émotionnelle et physique, une sphère du plaisir à aller travailler pour avoir du plaisir, avoir du désir pour quelque chose qui donne du plaisir. Voilà. Et le responsable de l'acteur, l'actrice, un responsable de notre plaisir, c'est pas uniquement, en tout cas dans un premier temps, c'est pas pour moi notre partenaire. Pas parce que la femme, et ça on en a aussi beaucoup parlé ensemble, hein, il est essentiel, mais on verra dans les clés qu'on va partager après. J'aimerais qu'on revienne sur quelques clés, mais c'est important déjà de bien se connaître, hein, on va revenir dessus, pour pouvoir guider notre partenaire. Tout de suite, on avait fait ce... Mais bien sûr. Pour nous, pour toi et pour moi, c'est une évidence, mais tu as raison de le rappeler.
notre plaisir, il ne peut pas dépendre de l'autre. Il ne doit pas dépendre de l'autre. On doit être capable en autonomie d'aller explorer les portes d'accès à notre plaisir et après de les partager si on en a envie. Mais la première personne, la première porte d'entrée au plaisir, c'est nous qui allons la trouver. L'éveiller, érotiser notre corps, érotiser notre sexe pour avoir accès à ce plaisir-là, bien sûr. Oui, bien sûr. Et quand on dit ça, quand on dit l'exploration, on n'est pas simplement dans de l'exploration physique, hein, tu l'as très bien dit tout à l'heure, c'est aussi, quand on dit il faut que tout soit clean, quoi, que tout soit... mais c'est aussi de savoir justement quand on dit de quoi ai-je besoin pour me mettre en désir, de quoi ai-je besoin, qu'est-ce qui me donne du plaisir. Et ça rejoint le travail aussi que tu fais grâce à l'outil des érotypes, hein, c'est-à-dire qu'est-ce qui est important, mais au-delà de mon... C'est pas quand on dit explorer, bien vous connaître, oui, il y a votre corps, il y a votre yoni, mais pas que en fait. C'est aussi savoir, voilà, où vous en êtes aujourd'hui, quels sont les blocages aussi émotionnels qui peuvent y avoir, etc. Et la sexualité, j'ai envie de dire, elle n'est pas figée. C'est pas parce qu'aujourd'hui vous fonctionnez d'une certaine manière que vous ne pouvez pas fonctionner d'une autre manière. En tout cas, surtout si vous avez à y retrouver une énergie beaucoup plus fluide et libérée. Exactement, oui. Alors, ouais. Nadège, deuxième question, bah, ça rejoint, j'avais mis on avait choisi ensemble aussi cette fleur, parce qu'en effet, c'est presque, alors est-ce que c'est un mythe ou pas, tu vas nous répondre, j'ai ta réponse, hein, mais est-ce que, alors je vais le mettre sur une affirmation, la douleur est une partie normale de la sexualité féminine. Pour toi, est-ce que c'est mythe ou réalité? La douleur, comme on dit, normale, hein, est normale pour une femme. Il est normal d'avoir mal pendant un rapport. Voilà. Alors évidemment, c'est au-delà du mythe, en fait, c'est inentendable. Ouais. C'est inentendable ça. Et pourtant, c'est ce qu'on entend dès notre plus jeune âge, sans parler même de rapport, en parlant des règles douloureuses, tu vois. Oui. Ouais. Moi, j'ai été élevée comme ça. On m'a élevée en me disant c'est normal d'avoir mal quand tu as tes règles. Ce qui a d'autant plus retardé le diagnostic de l'endométriose en ce qui me concernait, puisque c'était normal. On m'avait inculqué que c'était normal. Alors non, c'est pas normal d'avoir mal quand on a ses règles. C'est pas normal d'avoir mal pendant les rapports, évidemment. Et c'est pas normal d'avoir mal quand on est une femme tout court, quoi. Donc là, c'est au-delà de briser un mythe, c'est de réhabiliter une nouvelle croyance qui est ce n'est pas normal d'avoir mal pendant un rapport. Et pourtant, il y a beaucoup de femmes qui souffrent de douleurs pendant les rapports. Le mot, on l'a évoqué tout à l'heure, qui désigne ces douleurs-là, c'est le mot dyspareunie. Et il y a aussi des problèmes de vaginisme, des problèmes de vulvodynie, vestibulodynie, clitoridodynie, etc. Et c'est très sous-estimé parce que les femmes n'osent pas en parler, n'osent pas porter une plainte sur ces douleurs-là, et pourtant elles existent. Et moi, je les accompagne au quotidien à mon cabinet, donc je peux te dire qu'il y a beaucoup de femmes qui souffrent de douleurs pendant les rapports, de douleurs dans leur vie intime, même sans rapport. Et c'est pas normal et il faut se faire accompagner. Et la bonne nouvelle, par contre, c'est que ça s'accompagne bien et qu'on peut se libérer de ces douleurs-là. Mais voilà, tu as vu, hein, je change de ton, hein, c'est beaucoup moins joyeux et c'est un peu... je suis un peu en colère quand j'entends ces phrases-là parce que ces femmes-là, elles les ont tellement entendues, quoi. Force-toi un peu, ça va passer. Non, ça passe pas, en fait. Et plus tu te forces, plus tu vas engrammer, nourrir le cercle vicieux de la douleur, en fait. Donc, non, on ne se force pas, on se fait accompagner. Il y a plein de méthodes, d'outils, de pistes de guérison, et y compris la kiné, d'ailleurs, kiné pelvienne, pour se sortir de cercle vicieux de la douleur. Il y a des choses. C'est important de le dire parce que, en effet, si après il y a des douleurs, comme tu le disais tout à l'heure, hein, il y a moins de plaisir, donc forcément, il y a moins de désir. Et là, pas de plaisir. C'est pas qu'il y a moins de plaisir, c'est qu'il n'y a pas de plaisir, quoi. Il n'y a pas de plaisir du tout, et du coup, bah, forcément, il y a moins de désir, et après, voilà, ça fait des généralités, et on dit, bah, c'est normal, du coup, aussi,
avoir moins de désir. Et là, on va loin parce que c'est, comme on a dit, comme quand on pense que ça contribue à notre énergie vitale, on est en train de s'éteindre en fait. Hein, ces mythes. On va démyther. Démystifier. En plus, j'ai oublié un S dans ma première truc. Voilà. Démystifier. On va enlever tous ces mythes. Donc, ça, c'était le deuxième. Troisième, le périnée. Alors là, je suis aussi curieuse d'avoir la tonicité de notre périnée. Est-ce qu'il est important, ou en tout cas, là, c'était la phrase, c'était il est indispensable de le remuscler, de le muscler pour augmenter l'orgasme. Donc, a-t-on besoin d'un périnée tonique pour avoir un orgasme? Allez, je vais faire un compromis entre les deux. Je vais dire oui et non. C'est-à-dire que depuis quelques années, pas mal d'années, on lit beaucoup. Il faut muscler ton périnée pour avoir des orgasmes plus puissants, pour mieux sentir les orgasmes. Et là, je vais dire oui et non. Parce que effectivement, travailler sur son périnée, à ressentir les muscles du périnée et comment ils peuvent être en interaction, comment ils jouent dans notre sexualité, génial, super, ok, on y va. Mais parler que de muscler son périnée, donc d'aller vers le contracter, le muscler, moi ça me va pas. Parce que pour toutes les femmes que j'accompagne justement qui souffrent de douleurs intimes, de dyspareunie, de vaginisme, ben, très très souvent, elles se retrouvent avec un périnée hypertonique qui est en contraction et donc il va falloir les aider, les accompagner à relâcher leur périnée. Donc en fait, je ferais plutôt une distinction entre contracter et relâcher le périnée. C'est-à-dire que c'est bien de savoir contracter son périnée, mais c'est éminemment indispensable de savoir le relâcher aussi. Parce que pour certaines femmes, l'accès à la sexualité n'est pas possible parce que le périnée est tout le temps en contraction et tout le temps hypertonique. Et le périnée, c'est ce losange qui qui englobe notre vulve. En haut, c'est le pubis. En bas, là, ce serait le coccyx. Et de chaque côté, à droite, à gauche, nos deux ischions. Et au centre, il y a notre vulve et notre anus. Et ça fait comme un petit hamac, ce losange de notre bassin, en fait. Donc, on imagine notre bassin comme ça, un bol, et puis avec une petite base, un petit hamac. Mais quand on contracte notre périnée, on peut ressentir plus de choses, quand il est musclé, on peut ressentir plus de choses. C'est génial pour tout ce qui est fuite urinaire aussi, prolapsus, plein de choses, génial. Mais, c'est ce sur quoi j'insiste, apprendre à relâcher son périnée, et bien ça, on ne nous l'apprend pas beaucoup. Et moi, je l'accompagne énormément en consultation parce que justement, la plupart des femmes, elles ont entendu qu'il fallait contracter le périnée et elles se retrouvent avec des périnées hypertoniques où elles n'arrivent plus à lâcher. Et là, c'est la cata derrière, quoi. Et toi qui as écrit un livre traité des orgasmes féminins, en plus, là, on parle d'une forme d'orgasme, mais un orgasme ne se limite pas non plus à cet espace. Bien sûr, oui. Ouais. Là, on parle de l'orgasme génital. De l'orgasme génital explosif ou pas d'ailleurs, mais il y a aussi l'orgasme mammaire, l'orgasme énergétique, l'orgasme sensoriel, enfin il y a tout plein d'autres orgasmes. Mais là, en ce qui concerne la sphère génitale, notre périnée, il est très très important et il est riche de mémoire aussi, de mémoire transgénérationnelle, transpersonnelle, et ça vaut le coup, voilà, d'aller travailler sur le périnée, mais pas que en le musclant. C'était ça que je voulais qu'on retienne. Je pense que c'est important de dire aussi, c'est important de se faire accompagner pour ce travail-là aussi. Cette exploration-là aussi, cette découverte-là aussi, parce que voilà, au lieu d'être dans le côté un petit peu, je vais faire de la gym, ça serait aller danser, déjà, ça serait mieux. Voilà, si on peut
la gym à la danse avec son périnée. Et dans la danse, bah voilà, il y a différents rythmes, il y a différentes intensités, il y a de la, et c'est d'apprendre pour moi, c'est presque quand on est quand on est, bah oui, pour les femmes, pour moi, c'est un travail presque de dentelière, d'aller travailler, explorer dans cet Oui. espace-là, qui est un espace sacré, hein, dans le tantra, voilà, c'est pour ça qu'on l'appelle aussi, Mm. alors oui, la yoni, hein, pour ceux qui maîtrisent pas, hein, c'est donc, tu peux repréciser quand on dit la yoni, Yoni, c'est le terme Y-O-N-I, c'est le terme sanskrit qui désigne l'appareil génital féminin. l'ensemble Donc aussi bien la vulve que le vagin, l'utérus, les ovaires, l'ensemble de l'appareil génital et féminin. Ouais. masculin, c'est le lingam, Lingam. hein. Lingam. Alors là, on a fait le tour du petit sondage que j'avais fait passer, mais justement, tu m'avais dit, tiens, et Cathy, tu pourrais aussi poser la question de orgasme vaginal, mythe ou réalité? Alors là, on va faire on va débunker ce qui se passe autour de cette notion de orgasme vaginal. Est-ce que ça existe? Est-ce que ça n'existe pas? On va revenir loin en arrière à l'époque de Freud. Qui a fait beaucoup de mal aux femmes puisqu'il disait que l'orgasme clitoridien c'était l'orgasme de la petite fille et que l'orgasme vaginal c'était l'orgasme de la femme mature. Donc autant te dire que ça a fait des décennies de femmes qui se sont senties incomplètes dans leur sexualité parce qu'elles n'avaient pas d'orgasme vaginal. Elles pensaient qu'elles n'avaient pas d'orgasme vaginal ou elles n'arrivaient pas à l'atteindre. Euh, la première chose que je dis, moi, aux femmes que j'accompagne, c'est l'orgasme clitoridien, il est un petit peu l'équivalent de l'orgasme pénien, c'est-à-dire explosif, une montée progressive et puis une décharge comme un feu d'artifice. Souvent, les femmes qui en parlent l'identifient un petit peu comme ça. C'est un orgasme évidemment génital et comme un petit peu ouais, un orgasme de décharge, quoi. Et donc, comme c'est l'orgasme qui est le plus facile à atteindre et que c'est celui auquel on se réfère, si on se dit que l'orgasme vaginal, il ressemble à ça, alors on va jamais, on va se dire qu'on n'aura jamais d'orgasme vaginal. Parce que l'orgasme vaginal, il ne ressemble pas à l'orgasme clitoridien. L'orgasme vaginal, il n'est pas avec des contractions comme ça qui explosent. Ce n'est pas un orgasme explosif, ce n'est pas un orgasme de décharge. Il est différent. Alors, comme il est différent, il est aussi différent pour chacune. Les femmes parlent souvent d'un orgasme plus doux, plus diffus, avec des contractions plus fines ou pas de contractions. Dans tous les cas, il est différent. Premier point. Donc, si on s'attend à un orgasme explosif comme l'orgasme clitoridien, on passe à côté. Deuxième point. Depuis, et il y en a trois, tu me rappelles qu'il faut que j'en dise trois. Depuis qu'on connaît l'anatomie du clitoris, donc qu'on sait que c'est pas juste le gland du clitoris, mais qu'il y a aussi les bulbes qui entourent le méa urinaire et le vagin. Tu verras beaucoup, je dirais 98% des influenceurs, influenceuses sexo, et là je vais peut-être pas me faire des amis, mais c'est pas grave. Faites vos recherches euh, en ce qui concerne l'orgasme vaginal, dire que l'orgasme vaginal n'existe pas, que en fait c'est un orgasme clitoridien puisqu'il est lié au clitoris du fait que le clitoris a les bulbes qui entourent le méa urinaire et le vagin. Ce à quoi je réponds, ok, peut-être dans la stimulation de la zone G, par exemple, où on va aller stimuler le vagin dans sa partie supérieure et qui a les bulbes du clitoris ici. Oui, on parle de stimulation clito-urétro-vaginale. C'est pas très joli, c'est pour dire qu'il y a à la fois le clitoris, l'urètre et le vagin qui sont stimulés. Mais alors moi je dis quid de l'orgasme profond? Quid de l'orgasme du col? Quid des autres formes de stimulation où le clitoris n'interviendrait pas? Et c'est le troisième point, c'est qu'en 2004, il me semble, il y a une chercheuse américaine, Beverly Whipple, je vous laisse faire vos recherches personnelles,
qui a étudié l'orgasme vaginal par IRM chez des femmes paraplégiques qui avaient eu une section de la moelle épinière. Et donc, pour lesquelles le nerf pudendal ne pouvait pas innerver le clitoris, donc ils n'avaient aucune sensibilité clitoridienne. Tu vois, je le dis à la fois de façon très claire et en même temps scientifique pour bien expliquer que c'est scientifiquement sourcé ce que j'avance. Donc cette chercheuse, elle a étudié chez ces femmes paraplégiques qui n'avaient pas de sensibilité clitoridienne parce que le clitoris n'était plus innervé et elle a pu observer une réalité que l'orgasme vaginal existait bien chez ces femmes. Donc moi, je pose la question, si les femmes qui n'ont pas de sensibilité clitoridienne peuvent quand même avoir un orgasme vaginal par stimulation vaginale, ce serait peut-être quand même bien la preuve que l'orgasme vaginal existe et qu'il n'est pas forcément corrélé au clitoris. C'est QFD. Ça, c'était le troisième, point. Troisième, c'était le troisième. Ouais. Et troisième, c'était la preuve par la recherche, en fait. Et tu sais, il m'est venu quelque chose quand tu as parlé de l'orgasme plus profond, hein, quoi, quand on dit aussi au niveau du col. Oui. Là, il est important aussi qu'on précise qu'il ne s'agit pas de quelque chose de forcément très intense. Non. Et d'aller et d'aller bousculer le col en disant voilà l'orgasme vaginal. Ah ouais, non, tu fais bien de préciser, oui. La douleur peut être là. Là, on revient de la douleur, alors que, par exemple, moi j'ai pas mal exploré aussi la sexualité tantrique, hein, où justement le col de l'utérus est très important, hein, et c'est simplement déjà des fois aller rencontrer, hein, pour un homme, d'aller rencontrer Bien sûr. Même sans bouger. Bon, là, on rejoint après le soul set. Et les orgasmes peuvent naître aussi comme ça, et pas uniquement avec les va-et-vient. Non, le col de l'utérus, si tu vas le taper, généralement, 9 fois sur 10, c'est de la douleur que ça va entraîner. Ça va pas être du plaisir. Donc, il y a une façon d'aller contacter le col quand même. En douceur, ouais. En douceur. Tu sais aussi, je voudrais simplement revenir sur la douleur, parce qu'en fait, quand tu parlais, je pensais au BDSM, où quand même le désir et le plaisir, il y a quand même... Alors là, pour le coup, je sors femme-homme. Hein, mais j'ai failli le dire tout à l'heure en disant la douleur quand elle n'est pas souhaitée. Ouais. Voilà. Et elle peut être, on est d'accord, elle est saine aussi. Quand je veux dire, la sexualité BDSM, c'est une sexualité qui est saine comme les autres, qui est autres, et qui d'ailleurs demande beaucoup de consentement, de dialogue entre partenaires. Et justement, ce que je te propose, c'est qu'on aille un petit peu sur explorer maintenant comment. Alors il nous reste peu de temps, mais comment là, toi, qu'est-ce que le message essentiel que tu aurais à faire passer aux femmes et aux hommes, hein, mais là on s'adresse pour les encourager à justement démystifier, à parler. Alors on peut s'adresser aux femmes et aux hommes. C'est-à-dire, voilà, qu'est-ce que toi quelle est la piste pour dialoguer, pour aborder ces sujets-là? Oui, la première chose, c'est de communiquer. Communiquer avec sa partenaire, communiquer avec ses amis, communiquer avec un ou une thérapeute. On peut se renseigner aussi, on peut lire des livres, écouter des podcasts. Évidemment, moi, je vais vendre ma paroisse. Hein. Vous pouvez trouver ce livre sur mon site internet où il y a des études sourcées. Voilà. Mais en même temps, c'est pas un livre scientifique, c'est un livre ludique avec des images, avec des infos où toutes les sphères sont abordées. Donc, se renseigner, voilà. Communiquer, je sais que c'est pas forcément évident de communiquer sur la thématique de la sexualité. Moi, tu sais, l'outil des érotypes, c'est un outil génial parce que ça permet de poser, d'avoir un langage commun, de savoir exactement de quoi on parle. Et puis après, il y a aller à des ateliers aussi. Oui. Tu sais, le prochain atelier que je propose, c'est un atelier sur les plaisirs féminins, justement. Et pendant un atelier comme celui-là, je vais avoir des modèles 3D d'anatomie pour parler de l'anatomie féminine,
on sait de quoi on parle, quoi. Voilà, poser des choses concrètes. Je vais parler des différents plaisirs féminins. Comme tu l'as nommé tout à l'heure, il y a le plaisir génital, mais il n'y a pas que celui-là. Donc, explorer, exposer toutes les sortes de plaisirs en fonction des érotypes, des profils érotiques. En fonction de ton profil érotique, tu n'auras pas forcément accès ou envie d'avoir accès au même plaisir. Et en même temps, ça te donne une palette, un panel de tout ce qui est possible. Je présente des jouets et accessoires, des sextoys, des produits intimes. J'aime bien utiliser le médium qui est la musique aussi pour faire sentir les différentes énergies sexuelles circuler en nous, dans le corps. Et ça, ressentir dans le corps, c'est un degré au-dessus, quoi. Tu vois, on peut mentalement, intellectuellement, plein de choses, mais ressentir dans le corps et être en présentiel, c'est encore un niveau dessus, voilà, pour ensuite pouvoir après partager, discuter, échanger. Moi, je suis convaincue que ça passe par là, en fait. Et c'est comme je disais pour introduire cela, et c'est ensemble qu'on peut démystifier, c'est ensemble qu'on peut redonner goût aux hommes et aux femmes, et puis qu'on puisse aussi apaiser les relations hommes-femmes. Il y a beaucoup d'hommes qui sont aujourd'hui démunis aussi, et je pense que voilà, le dialogue il est important de se faire entre hommes et femmes, mais comme tu l'as dit, ça commence. Déjà, premier niveau pour moi en tant que femme, c'est de soi à soi, accompagné éventuellement de thérapeutes. Ensuite, c'est entre femmes, parce que c'est important qu'on se retrouve entre nous aussi. Et après, quand on est prête, c'est entre hommes et femmes. Voilà, c'est ma vision tout oui. C'est toujours un oui vers soi et un oui vers l'autre. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir retrouver à la fois un épanouissement personnel et relationnel, parce que nous sommes quand même des êtres de lien. Oui, et tu sais, j'ai des femmes qui me disent ah, mais j'ose pas trop venir parce que c'est un atelier, parce qu'il va y avoir d'autres femmes. Mais justement, parce qu'il va y avoir d'autres femmes, tu vas te rendre compte qu'elles ont les mêmes problématiques que toi. Donc, ça apaise de dire ok, je suis normale, entre guillemets, parce que ça, c'est une question qui revient beaucoup en consultation aussi. Est-ce que je suis normale? Donc, oui, tu es normale. Tu as les mêmes interrogations que nous toutes. Et en fait, on sent puissance entre femmes. On se nourrit les unes des autres et faire le pas d'aller vers dans un atelier, voilà, un cercle, un atelier entre femmes, c'est vraiment nourrissant, ouais. Et je fais aussi des ateliers pour hommes et des ateliers mixtes, mais celui-là, là, le prochain qui arrive, c'est le vendredi 31 mai à Paris. De 19h à 21h30 et là pour le coup et c'est entre femmes. Et c'est par contre pas que parisienne, parce que moi je sais personnellement, je peux témoigner des stages quand je faisais le tantra ou voilà, j'ai exploré. Si j'attendais qu'il se passe quelque chose dans mon département, je pouvais attendre longtemps. Après, au bout d'un moment, je pense que c'est important de prendre la route aussi. Et moi, j'invite vraiment les personnes, alors celles qui me suivent aussi, les femmes qui me suivent là, par ici. Voilà, faites soit vous vous regroupez, vous faites un covoiturage, soit vous prenez un train. Faites l'occasion de vous faire un week-end sur Paris et de prendre du temps, du bon temps pour soi. La sexualité, c'est bien plus large que le simple acte sexuel. Ça commence par là, de prendre parfois la route pour aller prendre un vrai temps pour soi. Et tu te prends un Airbnb et puis tu viens avec des copines, tu te prends un petit Airbnb, tu dors sur place et puis Paris, moi je vais chez Nadège. Chouchouter, dorloter. Mais c'est vrai, tu te souviens, parce que quand je suis venue chez toi, j'avais pas le moral. Je venais de passer une période, c'était assez intense. Et c'est vrai que ça m'avait fait un bien fou, rien que de rentrer dans le train, puis après de venir chez toi et de waouh, ça m'avait fait du bien. On avait fait venir la coiffeuse. Voilà. On s'était chouchouté. Et les cheveux, non. Ouais, et puis Paris, c'est aussi un lieu de culture et un lieu d'expansion, de frénésie. Il y a plein de choses, ça bouge. Donc voilà, et ça bouge au niveau de la sexualité aussi. C'est un milieu très sexopositif quand même, Paris. Si tant est que ce vocabulaire parle. Bon, Nadège, merci pour
temps passé ensemble. Tu sais ce qui m'est venu? Ça fait un petit moment qu'on n'a pas reparlé de ton livre, ton traité des orgasmes féminins. Et ça peut être, on pourrait se faire un live sur ce sujet-là, avec peut-être un petit cadeau à gagner. Ouais, bah écoute, avec plaisir. On avait fait ça il y a quelques temps. On avait aussi les sujets qu'on a traités ensemble. Il y avait la femme initiatrice. Je pense qu'on pourrait l'enregistrer, en reparler ensemble. On peut faire un deuxième mytho-réalité sur la sexualité. Il y a encore tellement de mythes à dézinguer que Allez, on peut en faire un deuxième. En off, on se cale ça, ma Nadège. Version 2. Ouais. Suite. Et puis, ça marche. On va remercier à tous ceux qui étaient là, tous ceux qui vont nous écouter en replay. Ouais, j'ai vu des noms que je connais. Coucou à tous ceux que je connais. Et après, toutes les vidéos sont sur ma chaîne YouTube, comme ça permet de les garder. Et on peut retrouver aussi l'interview qu'on avait fait ensemble, le live, sur justement le désir. Les femmes ont moins de désir ou pas, on en avait parlé. Intitulé, mais en tout cas, c'est à retrouver aussi. Les clés du désir et du plaisir féminin, je crois, on avait. Voilà. Et ça, le sujet avait bien plu aussi. Merci. Merci à tous. Merci, et explorons et laissons circuler cette énergie en nous. À bientôt. À tout vite.